C'est une petite musique que l'on entend depuis le mouvement des Gilets jaunes, une étiquette dont Emmanuel Macron n'a jamais réussi à se débarrasser. Il serait le président des riches. Emmanuel Macron, président des riches, le banquier de chez Rothschild, etc. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Donc Emmanuel Macron, président des riches. Le but de cette initiative est clairement de coller encore et toujours à Emmanuel Macron cette fameuse étiquette de président des riches. Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. Si la formule fait mouche, elle n'est pas du goût de tous. Vous dites le président des riches, mais en fait, si on vous lit... C'est pas moi qui le dis. Non, pardonnez-moi. Parce que entre nous, je trouve ça pas tellement malin. Non. D'abord parce qu'il est pas riche. Déjà. Et ensuite parce que ça fait quand même... Oui, mais c'est bien de le dire. Ça fait quand même 4 présidents à qui on reproche la même chose. Il voit que cette expression qui a fleuri à peine son élection, après son arrivée à l'Élysée, eh bien finalement, ça ne l'empêche pas d'être plus populaire que ses prédécesseurs. Et cette expression n'est certainement pas partagée par le principal intéressé qui s'en défend régulièrement. J'ai jamais été ça, je sais d'où je viens. Mais les chiffres sont formels. Plusieurs études menées par des instituts indépendants ont déjà montré que la politique du président favorise clairement les plus aisés au détriment des plus modestes. Seulement cette fois, nouveauté, c'est France Stratégie, un organisme sous l'égide du Premier ministre qui livre un rapport accablant sur les réformes de la fiscalité du capital et qui montre que ces réformes emblématiques, comme la suppression de l'ISF, n'ont pas eu les effets promis. Bien au contraire. Alors, comment Emmanuel Macron est-il devenu le président des riches? Que nous dit ce nouveau rapport exactement? Et pourquoi est-il si important? C'est à ces questions qu'on va essayer de répondre dans cette émission économique pour Blast. Quand Emmanuel Macron arrive triomphant au Louvre le jour de son élection en 2017, il prononce un discours rassembleur. Merci mes amis, parce que oui, ce soir, vous l'avez emporté, la France l'a emporté. Il assure qu'il prendra en compte tous les Français, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Depuis le début, et c'était sa stratégie de campagne, il affirmait ne pas choisir de camp politique. Il avait d'ailleurs expliqué pendant sa campagne être ni de droite ni de gauche. La droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. Et la gauche, c'est une famille politique française, qui a son histoire aussi, pour laquelle le plus important, c'est sans doute l'égalité. Que les gens aient les mêmes droits, tu vois. Là, c'est que les gens soient libres. Il y en a qui vont réussir, d'autres non. Tant pis. Là, c'est que les gens soient égaux, mais ils ne sont pas forcément libres. Je crois qu'on a besoin d'un peu d'égalité, d'un peu de liberté. Lors de sa deuxième campagne, rebelote, il le réaffirme, il est le président de tous les Français. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous. Seulement, en regardant de plus près ces politiques économiques, beaucoup ont rapidement commencé à douter de ses affirmations. Car à peine est-il arrivé au pouvoir qu'il a supprimé l'impôt sur les grandes fortunes, tout en baissant en parallèle les APL, les aides au logement. Il n'en fallait pas plus pour inscrire définitivement dans les esprits cette image de président des riches qui ne se soucierait pas des plus modestes, bien qu'il s'en soit défendu à de nombreuses reprises. Mais je le dis très clairement, c'est une réforme pour produire, pas un cadeau pour les plus fortunés. Il ne faut pas raconter des cracks, hein. C'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Au-delà du simple ressenti et de la petite phrase médiatique reprise partout, c'est bien une politique favorisant la montée des inégalités dont il est question ici. Une politique qui a été évaluée à de nombreuses reprises par les économistes. Dès 2018, une étude a fait beaucoup de bruit, celle de l'Institut des politiques publiques, l'IPP, un organisme de recherche indépendant qui publie une première évaluation approfondie des conséquences des mesures fiscales et sociales contenues dans les 2 premiers budgets de l'ère Macron. La conclusion est alors sans appel, le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes recule sous les effets cumulés des budgets 2018 et 2019. La flat tax et surtout la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, gonfle le portefeuille des 0,1% des Français les plus riches de 86 000 € par an en moyenne. En 2020,
Deuxième étude, les économistes de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, ont eux aussi étudié les mesures fiscales et sociales des 3 premiers budgets de l'ère Macron et leurs conclusions sont claires. Sur les 17 milliards d'euros distribués aux ménages depuis le début du quinquennat, plus du quart, donc environ 4,5 milliards d'euros, est allé soutenir le revenu disponible des 5% de ménages les plus aisés. Il montre également que les classes moyennes supérieures sont nettement favorisées par rapport aux plus pauvres. En fait, on regarde les niveaux de vie, leur répartition, et on regarde l'ensemble de ces mesures. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que tout en bas de l'échelle des niveaux de vie, en réalité, par exemple, la plupart sont exonérés de taxes d'habitation, ne payent pas d'impôt sur le revenu, ne sont pas dans l'emploi. Donc finalement, l'ensemble des mesures, par exemple la désindexation des prestations sociales, ou la réforme des APL, ou la réforme de l'assurance chômage, va par contre les toucher directement. Donc il y a peu de gains fiscaux, par contre il y a des risques de pertes élevés. Donc globalement, il y a encore des perdants à la politique économique d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai que la question des inégalités reste encore importante. En 2021, une nouvelle étude de l'IPP montre là encore très clairement que les inégalités se sont creusées à cause des politiques menées par Emmanuel Macron. La corrélation est établie sans ambiguïté. Et à chaque fois, à chaque étude, le gouvernement s'est défendu ou a été défendu par certains journalistes en pointant du doigt les méthodes des études, des instituts, voire les instituts eux-mêmes. Disons-le tout de suite, l'OFCE est plutôt classé à gauche. Et ça se voit. Le gouvernement a immédiatement réagi, appelant à une mise en perspective de cette étude qui ne prend pas en compte l'ensemble des mesures prises depuis le début du quinquennat. C'est pas honnête. C'est pas sérieux. Donc je conteste la méthode. Seulement, ce mois-ci, une étude finale est parue, bien qu'elle soit un peu passée à la trappe à cause de l'actualité très chargée. Il s'agit de celle menée par le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, c'est-à-dire un service du Premier ministre. C'est une institution créée sur le conseil d'Emmanuel Macron. Pendant des années, les experts ont cherché à évaluer méthodiquement les réformes de la taxation des revenus sur le capital menées par Emmanuel Macron pour en mesurer les effets sur le long terme. Ils ont publié régulièrement des comptes rendus, des rapports, mais ce nouveau rapport en est le point final, la conclusion de toutes ces années d'observation et de recherche. Et cet organisme, que le gouvernement pourra difficilement taxer de malhonnêteté cette fois-ci, rend des conclusions en certains points similaires à celles des études citées précédemment. Premièrement, le rapport évalue précisément les répercussions de la suppression de l'ISF pour mettre en place l'IFI. Officiellement, cela devait permettre d'encourager la réorientation des placements vers l'économie réelle. Seulement, les experts de France Stratégie assurent que c'est un échec. Je cite, « On n'observe pas sur les foyers anciennement assujettis à l'ISF de réorientation de leur patrimoine en défaveur de l'immobilier. » Résultat, l'État a surtout perdu des recettes fiscales. Le rapport est clair, la suppression de l'ISF aura coûté à minima 4 milliards d'euros par an à l'État. Tout ça pourquoi ? Pour s'assurer que les plus riches ne vont pas s'exiler dans des pays à la fiscalité plus avantageuse. Alors est-ce que ça a fonctionné ? Eh bien dans une moindre mesure selon le rapport, puisqu'il y a désormais plus de retours que de départs, mais c'est à nuancer, car, je cite, « Cette évolution porte toutefois sur de petits effectifs, de l'ordre de quelques centaines, à comparer avec les quelques 150 000 contribuables assujettis à l'IFI. » Par contre, ce que le rapport montre très clairement, c'est que l'abaissement de la taxation des revenus du capital à 30%, par le biais du PFU, le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la fameuse flat tax, a enrichi les plus riches. Pour le citer précisément, là encore, il a été démontré que le PFU a provoqué une augmentation significative des dividendes à partir de 2018. Les plus-values mobilières ont également augmenté fortement en 2018, ce qui est vraisemblablement lié au PFU. Comme le résume Christophe Chavagneux pour Alternative économique, une petite fraction de gens très aisés a bénéficié de plus de revenus du capital, moins taxés. Un magnifique soutien à la hausse des inégalités en France. Alors on pourrait se dire que la fraction la plus privilégiée du pays utilise tout cet argent gagné pour réinvestir dans l'économie française, mais là encore, le rapport est catégorique. Il constate une légère hausse de la création d'entreprises, en l'occurrence un surcroît de création de 0,75% du stock existant et de 0,075% d'emplois en plus, mais pour les entreprises qui ont déjà des investisseurs, c'est-à-dire pour les entreprises dont ils sont actionnaires, aucun effet n'a été détecté sur l'investissement et les salaires parmi les entreprises possédées davantage par des personnes physiques suite à l'instauration du PFU. L'ISF, de son côté, n'a tout simplement rien rapporté, ou presque, à l'économie. La suppression de l'ISF sur les variables d'activité réelle des entreprises
indique un impact nul sur l'investissement des entreprises et pas d'effet décelable sur le niveau d'emploi et de masse salariale. Bref, la conclusion de ce rapport, c'est que des recettes fiscales importantes ont été perdues avec ces réformes du revenu du capital et cet argent est allé directement dans les poches des plus privilégiés. Pour couronner le tout, cet argent n'a pas été réinvesti de manière significative pour permettre le développement d'autres entreprises. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces réformes ne produisent pas les effets escomptés, ou du moins promis. On peut donc légitimement s'interroger sur le fait de les maintenir malgré tout, puisqu'Emmanuel Macron se défend d'être le président des riches et affirme les avoir menés dans une perspective de santé économique du pays. Seulement rappelez-vous, comme le souligne le journaliste Mathias Thépaut dans cet article, l'une des grandes promesses du président dans son livre-programme Révolution 2016, c'était d'abroger les réformes qui ne seraient pas efficaces. Il écrivait: chaque fois qu'un texte est voté, il devrait être obligatoire d'évaluer son efficacité 2 ans après son application. Chaque texte important devrait contenir une clause d'abrogation automatique en l'absence d'une évaluation probante. Si on suit son raisonnement, alors que l'intégralité des études montre que sa mesure de suppression de l'ISF n'a pas fonctionné, il faudrait donc logiquement l'abroger. Le problème, c'est que comme sur beaucoup d'autres sujets, les rapports d'expertise ne semblent pas vraiment guider l'action gouvernementale. Car plus le temps passe, plus nous avons du recul sur les retombées économiques des différentes réformes menées par Emmanuel Macron, et plus il est difficile de nier les liens de causalité entre l'augmentation des inégalités et les décisions politiques prises pendant les 6 dernières années. À Blast, nous n'avons cessé de le documenter, car au-delà des impressions, de ces petites phrases ou du parcours personnel d'Emmanuel Macron, le fait qu'il soit au service des plus aisés est documenté de manière extrêmement précise par un nombre croissant de rapports avec des chiffres, des faits et des ordres de grandeur. Rajoutez à tout cela une politique libérale assumée, à coup de réforme du chômage, des retraites, du code du travail et d'abandon des services publics, le tout sur fond de périodes de grande pauvreté, alors qu'une crise alimentaire sans précédent depuis les années 80 a éclaté, on peut comprendre pourquoi depuis des années, tant de spécialistes et de journalistes surnomment Emmanuel Macron le président des riches. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Cette image, qu'il a toujours cherché à combattre, semble plus vraie que jamais, à l'heure où le projet de loi plein emploi prévoit d'obliger les bénéficiaires du RSA à effectuer au moins 15 heures d'activité par semaine. Mais ça, on vous en parlera très prochainement sur cette chaîne dans une vidéo économique dédiée. C'est la fin de cette émission. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, c'est ça qui nous permet de travailler en toute liberté. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à bientôt.